la thématique de la première table ronde de ce matin, les besoins en matière d'équipement, d'accessibilité, d'accompagnement, où en est-on? Alors, c'est vrai qu'il est important de savoir quand même que jusqu'en 2005, pour les personnes en situation de handicap, c'était quand même un énorme parcours du combattant, puisque c'était surtout à elles d'essayer de trouver des solutions. Donc à partir de 2005, c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme vraiment radical, puisque c'est à la société de tout mettre en œuvre pour se rendre accessible aux personnes en situation de handicap. Donc ce matin, nous allons accueillir M. Éric Alexandre, qui est donc chargé de mission auprès de la déléguée ministérielle à l'accessibilité. Donc je vais lui demander de venir nous rejoindre. Alors, je vous explique rapidement un peu le déroulé de la matinée. Donc l'intervention de M. Éric Alexandre, et ensuite Mme Yasmine Boilouche et ses collègues Marie Gourdon, psychomotricienne, Aurore Pergetta, ergothérapeute, de l'hôpital Sainte-Marie à Paris. Oui, vous pouvez venir. Alors, nous ferons des questions publiques à l'issue des interventions. Vous avez des personnes dans la salle qui vont circuler et pouvoir vous distribuer des post-it sur lesquels vous pourrez écrire vos questions. Si l'ensemble des questions, nous n'apportons pas de réponse, n'hésitez pas à noter votre mail pour pouvoir avoir la réponse par la suite. Ou alors, n'hésitez pas à nous interpeller en dehors des temps de table ronde pour éventuellement répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie. Donc, Monsieur Éric Alexandre, donc sur la question de l'accessibilité, alors moi j'ai plutôt envie d'une question introductive, c'est qu'est-ce qu'il est obligatoire aujourd'hui en matière d'accessibilité aux personnes malentendantes? Bonjour. Donc à aujourd'hui, en termes d'obligations réglementaires, la qualité de l'acoustique porte essentiellement sur le guichet d'accueil. Donc pour tout ce qui est établissement recevant du public, donc dans l'acronyme ERP, catégorie 1 et catégorie 2, donc les plus gros ERP, et tous les établissements ayant une délégation de service public. C'est essentiellement là que repose l'obligation. Mais ensuite, nous profitons, je dirais, d'un certain nombre de marques d'État, notamment dans le tourisme, dans la culture, dans le sport, pour inciter tous ceux qui souhaitent recevoir des marques d'État, tourisme et handicap, destination pour tous, culture et handicap, Handigui des sports, être référencé dans l'Handigui des sports, d'aller au-delà du simple prescriptif réglementaire pour que l'ensemble de l'établissement puisse être accessible, quel que soit le handicap. Mais la difficulté que nous avons, c'est qu'effectivement, en 2005, le handicap auditif est resté le parent pauvre pour deux raisons. La première, c'est que c'est un handicap invisible. Donc effectivement, pour la plupart des gens qui sont en relation avec le public, on ne voit pas la surdité, alors qu'on voit la cécité, on voit le handicap moteur, on voit la déficience cognitive, on ne voit pas le handicap auditif. Donc ça, c'était le premier, je dirais, obstacle. Le deuxième tenait cette fois à la personne elle-même qui hésitait très souvent à annoncer, à déclarer son handicap, pour des raisons diverses et variées qui sont propres à chaque individu. Mais du coup, nous avons eu à gérer à la délégation vis-à-vis des opérateurs de transport, par exemple, des difficultés de gens qui ont raté leur avion, qui ont raté leur train, parce que ne s'étant pas identifiés au moment de l'achat ou de la commande de la prestation de service, lorsqu'il y a eu un service dégradé avec une réorientation des passagers sur une porte, sur un quai ou autre, l'information, ils ne l'ont pas eu. Alors qu'en s'étant auto-déclaré, grâce aux plateformes, je pense notamment à Aéroport de Paris, l'information, on l'a par le smartphone ou on l'avait par un opérateur qui venait directement devant la porte d'embarquement. Donc, je dirais aujourd'hui, le handicap est démystifié. Il l'est bien plus qu'il l'était en 2005 ou avant 2005. Avant d'être chargé de mission auprès de la déléguée ministérielle de l'accessibilité, je dirigeais un atelier protégé, ce qu'on appelle aujourd'hui entreprise adaptée. Et j'avais moi-même dans mes équipes des gens qui étaient sourds. Donc, du coup, je dirais que je n'ai pas découvert ces problématiques en arrivant à la délégation, même si de formation, je suis juriste. Mais effectivement, aujourd'hui, le handicap, les personnes handicapées
sans forcément revendiquer leur handicap, n'ont plus cette réserve de le cacher. Donc elles l'annoncent parce qu'elles savent qu'en l'annonçant, elles ont des droits que leur a donnés la loi de 2005 et que ces droits obligent effectivement les opérateurs à s'équiper, à s'adapter, puisque contrairement aux autres lois, la loi de 2005 a introduit un concept nouveau. Ce n'est pas l'obligation de moyens, mais l'obligation de résultats qui compte. Ce que vous dites est très très important. Et c'est vrai que quand même, je reviens sur la question de l'invisibilité de ce handicap. Effectivement, l'importance de dire sa malentendance ou sa problématique auditive, parce qu'on ne peut pas s'adapter si on ne le dit pas. Effectivement, c'est important. Et comment vous pensez faire prendre conscience des besoins pour ce public, justement par rapport à cette invisibilité de ce handicap? Quel levier on pourrait trouver pour lever cette invisibilité? Alors, en ce qui concerne, je parlerai pour la délégation ministérielle à l'accessibilité, sachant que la loi de 2005 repose sur 2 piliers. Il y a un pilier social qui est du ressort de la Direction générale de la cohésion sociale qui est rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé et qui concerne tout le volet allocation adultes handicapés et technique. Et vous avez un deuxième pilier de la loi 2005 qui est le pilier environnemental et qui, lui, s'occupe de tout ce qui est aménagement du territoire, l'urbanisme, la construction, les transports, le logement, l'accès à l'éducation, pas l'accès à l'emploi, puisque l'accès à l'emploi est rattaché au ministère du Travail. Voilà. Mais lorsque nous sommes questionnés, nous préconisons, en l'absence de texte sur les locaux de travail, d'appliquer ceux qui concernent les ERP, puisque grosso modo, dans le ERP, c'est quoi? C'est entrer, profiter de toutes les prestations, quel que soit l'étage, le niveau de l'établissement, et en sortir. Donc un local de travail, c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, au niveau de la délégation, nous travaillons beaucoup sur la concertation, partant du principe que rien ne peut être fait sans les premiers concernés, que sont les personnes handicapées, mais aussi tous les acteurs de la société civile, donc tous les gestionnaires, c'est ce qu'on vient de me dire. Voilà. Oui, pardon. Mais voyez, comme quoi nous avons besoin de vous pour connaître vos réels besoins, puisque... Voilà, bon. Voilà, mais ce qui prouve bien que si vous ne participez pas avec nous, je dirais, à l'élaboration, à la construction des textes et des solutions, on ne peut pas les trouver tout seul, on a besoin de vous. Mais nous avons aussi besoin de tous les acteurs de la société civile, les syndicats professionnels, les grands opérateurs. Donc la concertation, nous faisons des publications aussi. Donc il y en a une notamment qui est Petit mémento sur le handicap à l'attention des personnes présumées valides. Parce qu'effectivement, un valide s'estime toujours valide, mais quand il regarde de près, il a aussi des empêchements. Nous faisons de la sensibilisation auprès des professionnels sur le registre public d'accessibilité qui, depuis septembre 2017, impose à tous les gestionnaires d'établissements recevant du public de former leur personnel d'accueil. Et quand nous parlons de formation, nous ne sommes pas sur un type de handicap. C'est-à-dire que nous prenons l'intégralité de l'accessibilité, à savoir le handicap auditif, le handicap visuel, le handicap moteur, la déficience mentale, le handicap psychique. Et on apprend à ces agents le savoir-être. C'est-à-dire qu'une personne handicapée est une personne, je dirais, qui a des droits, et ce n'est pas... Si on apporte une réponse au handicap, elle devient valide quelque part, je dirais. Si on a la transcription en langue des signes, si on a la boucle magnétique, si on a les connexions, la personne malentendante entend en autonomie. Voilà, donc on met des outils, mais c'est long. La loi de 2005 avait prescrit 10 ans. À l'échelle d'une société, c'est très court. À l'échelle d'une vie, c'est très long. Beaucoup d'opérateurs ont tardé à se mettre dans le dispositif pour diverses raisons que je ne commenterai pas, même si j'en connais quelques-unes, et pas seulement financières. Mais le fait est qu'il a fallu donner du temps au temps en 2013-2014, puisqu'on savait que le compte n'y serait pas, donc on a redonné du temps avant d'enclencher les sanctions. Aujourd'hui, actuellement, je fais un tour de France, puisque les élections municipales vont avoir lieu en mars.
Nous sommes déjà en réserve électorale, mais beaucoup de territoires veulent valoriser ce qu'ils ont fait sur les 6 dernières années du mandat. Et donc actuellement, là, j'ai passé la semaine dans l'Hérault, la semaine d'avant j'étais à Bordeaux, puis à Toulouse, et après les vacances de la Toussaint, je repars en Bretagne et dans le Grand Ouest. Donc les élus aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Alors, la prise de conscience n'est pas seulement liée au handicap, il faut être clair, hein, je veux dire, il faut appeler un chat, c'est aussi parce qu'ils ont des électeurs âgés et que les solutions que nous avons préconisées pour le handicap bénéficient avant tout pour ces élus, également aux personnes âgées, qui, elles, sont nombreuses, qui votent. Je ne dis pas que les personnes handicapées ne votent pas, mais en termes de pourcentage de population, c'était moindre. Et là où, au début, on me disait « j'ai pas d'handicapé chez moi », parce qu'on ne parlait même pas de personne, hein, on était « j'ai pas d'handicapé », voilà, c'était basique de basique. Aujourd'hui, quand on leur dit que les réponses de l'un apportent du bénéfice à l'autre et in fine à l'intégralité de la population, je ne vais pas reprendre le cas connu de la télécommande, hein, mais je veux dire, c'est... Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des élus et il y a aussi une prise de conscience du secteur marchand qui découvre qu'effectivement, il y a un panel de consommateurs où parfois il n'est pas nécessaire de faire de gros investissements pour pouvoir capter cette clientèle. Donc, maintenant que la prise de conscience est là, ce qu'il faut, c'est effectivement du temps, dégager des moyens financiers pour les mettre en place. Mais voilà, petit à petit, quand j'étais directeur d'un atelier protégé, j'avais beaucoup de difficultés. En 2005, j'avais aussi beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une écoute que je n'avais pas par le passé. Voilà. Mais maintenant, il faut du temps pour que tout se mette en place. Et à l'échelle d'une vie, effectivement, toutes les années qui passent, c'est du temps perdu et pour une vie humaine, c'est long. Alors, je rebondis sur la question de la formation dont vous avez parlé tout à l'heure, la nécessaire formation des personnels d'accueil sur les établissements qui reçoivent du public. Effectivement, nous faisons ce constat d'une méconnaissance totale de ce qui est lié aux personnes devenues sourdes ou malentendantes. Et vous parliez en fait d'un abord de formation sur l'ensemble des familles de handicap. Alors, ce que nous constatons, nous, souvent, c'est que quand on aborde l'intégralité des handicaps, on amène quelques notions aux personnes, mais cela ne semble pas suffisant pour vraiment adopter les bonnes attitudes et bons savoir-faire, notamment en matière de communication avec des personnes déficientes auditives. Vous voyez, donc nous pensons que ce serait peut-être intéressant, est-ce que vous pensez que ce ne serait pas le cas, de former et les personnels d'accueil, les personnels d'accompagnement, les personnels du soin, puisque si nous prenons par exemple l'exemple des personnes âgées dans les établissements, il y a cette nécessité-là. Et est-ce que c'est la volonté aussi de votre ministère de s'engager justement à soutenir cet aspect de la formation des professionnels dans l'accueil des personnes en situation de handicap auditif, notamment, sur les établissements qui reçoivent du public? Alors, comme je l'ai dit, hein, cette prise de conscience est longue et quelque part, le premier pas pour nous, c'était déjà d'amener tout le monde à ce que le personnel d'accueil soit formé. Pourquoi le personnel d'accueil? Parce que c'est le premier contact quand on rentre quelque part. Hein. Et à partir du moment où effectivement les gestionnaires d'établissements recevant du public se rendent compte que une fois que le premier pas est fait, c'est pas compliqué. Voilà, donc après on avance, je dirais, pas à pas. Mais il fallait déjà franchir cette première marche. Après, si je prends le cas de mon ministère, enfin de mes deux grands ministères, puisque la délégation est au sein de deux grands ministères, Transition écologique et solidaire et Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales, qui sont les anciens équipements transport. Hein. Voilà pourquoi on est dans ces ministères-là, mais nous sommes aussi rattachés à Matignon et au secrétariat d'État aux personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel. On essaie, je dirais, de fédérer toutes les bonnes volontés. Donc l'accueil, c'était le premier pas. Mais aujourd'hui, au sein de notre ministère, on a formé d'abord nos hôtesses. Nous avions quelques personnes handicapées au sein de notre ministère. Du temps du ministère de l'Équipement, nous étions à 7,5% de taux d'emploi. Quand nous avons intégré l'écologie, notre taux a baissé à 4,5%.
Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 6. Nous remontons le taux au fur et à mesure de l'intégration. Mais nous avons développé, et ce, dès l'impulsion de la première déléguée ministérielle à l'accessibilité, mais aussi avec la DRH du ministère, et parce que nous avions des personnes handicapées au sein de ce ministère, nous avons pu développer une sensibilité. Et donc, il y a toute une équipe chez nous qui travaille à l'intégration des salariés handicapés. Donc, soit des salariés qu'on a recrutés et qui sont handicapés dès le recrutement, soit des valides qui, suite à un accident de la vie, maladie, accident professionnel, puisque nous avons aussi, à travers les directions départementales des territoires et de la mer, un grand nombre de gens qui sont accidentés sur les routes lorsqu'ils interviennent, les petites voitures orange. Voilà. Donc, du coup, il y a une sensibilité chez nous qui fait qu'il y a une prise en compte et un accompagnement. Et ça, nous le déployons systématiquement dans tous nos services déconcentrés et nous le déployons également au sein de nos partenaires. Donc, comme je l'ai dit, à travers le tourisme, par exemple, aujourd'hui, un territoire qui veut être labellisé destination pour tous, la boucle magnétique, elle n'est pas seulement au guichet d'accueil, elle est partout. Et puis, c'est la boucle magnétique, mais c'est aussi le centre relais, parce que la boucle magnétique répond uniquement aux personnes appareillées, mais une personne réellement sourde qui ne communique qu'en langue des signes, la boucle magnétique ne lui servira à rien. Donc, ce n'est pas une réponse, c'est une multitude de réponses. Et le travail de concertation que nous menons avec l'ensemble des représentations des personnes handicapées nous permet aussi de percevoir et d'amener de manière consensuelle et par concertation à ce que parfois on ne puisse pas apporter 100% de réponse à une famille de handicap de manière à pouvoir apporter la réponse la plus accessible possible aux autres familles de handicap. Voilà, donc à aujourd'hui, le 100% accessible aux 5 familles de handicap, on ne sait pas faire techniquement. Par contre, par consensus, chacun va renoncer effectivement à un petit bout de quelque chose pour que l'ensemble puisse avoir le maximum de prestations et de services. Donc, et la dernière action, juste pour finir, au niveau des services d'achat de l'État. On a cherché à mutualiser au sein des différents ministères, services déconcentrés et services administration centrale, un certain nombre d'achats, les photocopieurs, les ordinateurs, etc. Et donc, le premier focus que nous avons mis en place, c'est de dire, attention, tous ces matériels doivent prendre en compte l'accessibilité. Sur le handicap auditif, nous n'avons pas, à part les centres relais, nous n'avons pas pu apporter de réponse générale, parce que justement, là, on est du sur-mesure. Et donc, on ne peut pas centraliser un achat de boucle magnétique, par exemple, puisqu'il faut que chacun ait le prestataire au plus proche de son domicile. Donc, ces équipements-là, on les a sortis des services d'achat de l'État et ils sont pris en compte comme outil de travail à travers, pour l'administration, le FIPHFP, donc le Fonds d'insertion professionnelle pour l'intégration des personnes handicapées dans le travail, qui est l'équivalent de l'AGFIP dans le secteur privé. Alors, sur la question de la boucle magnétique, donc, sur les groupements d'achat, la boucle magnétique de comptoir qui convient à tous les lieux d'accueil des établissements accueillants du public, est-ce qu'il ne serait pas possible justement de promouvoir ça, cet achat des boucles magnétiques pour des installations systématiques sur tous les établissements recevant du public, relevant de vos compétences? Alors, les boucles magnétiques aujourd'hui, pour nos ministères et la plupart des ministères avec lesquels je travaille, les comptoirs en sont équipés. Voilà, les comptoirs en sont équipés. Nous avons même aujourd'hui, puisque nos ministères ont changé de tour, nous sommes basés à la Défense, nous avons également maintenant des salles de réunion qui sont équipées. Et j'ai dans mon bureau également une petite valise. Lorsque je vais dans une salle qui n'est pas équipée, j'ai la mallette pour pouvoir faire le nécessaire. Bon, après, la dernière réunion que nous avons faite avec le Bucodes, je n'avais pas eu le temps de faire tous les branchements, tous les chargements, donc du coup, le Bucodes avait son matériel, mais on essaie petit à petit, effectivement, d'acculturer, mais c'est partout pareil. J'étais dans un établissement thermal du sud de la France, qui a dépensé 10 000 € pour équiper des salles en boucle magnétique. Quand j'ai voulu les tester avec eux, puisque je contrôlais l'établissement, on a mis quasiment une demi-heure pour trouver, parce que personne ne savait comment ça fonctionnait. On m'a dit, c'est ici, là il y a 10 000 €, mais comment ça fonctionne, on ne sait pas. Et on a appelé 3 techniciens, et au bout de bidouillage d'une demi-heure, là d'un seul coup, mes oreilles ont explosé, parce que d'un seul coup, j'ai eu un son dans les oreilles extraordinaire, mais je leur ai dit...
C'était des salles où il y a des réunions de curistes qui viennent, où on leur présente l'établissement, les prestations, etc. Compte tenu de la moyenne d'âge des curistes de l'établissement, les 4/5e étaient appareillés, et tout le monde dit « mais c'est génial, mais pourquoi on n'est pas au courant ?» Et voilà, donc c'est pas parce qu'un établissement s'est équipé, si l'information n'est pas relayée, et je leur ai dit, vous me mettez une fiche méthodologique dans une pochette plastique qui est punaisée au mur de manière à ce que personne ne la prenne, et là, vous avez, on branche, on met en place, on débranche, de manière à ce qu'on ne soit pas en permanence à perdre une demi-heure. Voilà, donc il faut du temps. Et quand j'ai visité l'hôtel où j'étais, qui était un bon hôtel, la boucle magnétique, elle était encore dans le carton au fond du placard à balai. Un autre établissement l'avait, mais il ne savait pas comment ça fonctionnait. Et un camping. Le camping du territoire, lui, la boucle magnétique était branchée, elle était en place, et l'hôtesse d'accueil savait l'utiliser. Donc, comme quoi, je dirais, l'équipement n'est pas onéreux, donc tout le monde peut le prendre en compte. Et je dirais, le savoir utiliser une boucle magnétique n'est pas lié à la catégorie, je dirais, de l'établissement. Ce n'est pas parce que vous prenez un établissement très cher avec un bon service d'hôtellerie que vous aurez effectivement cette accessibilité réussie. La preuve, c'est que les bons hôtels l'avaient, mais ne savaient pas l'utiliser, alors que le camping, lui, il l'a manipulé tous les jours. Voilà. Donc, heureusement, cette accessibilité-là n'est pas financière. Oui. Alors, j'ai des questions qui commencent à arriver. Donc, vous avez parlé des agendas d'accessibilité programmés. Donc, ont-ils pris en compte le handicap auditif ? Oui. Alors, l'agenda d'accessibilité programmée, l'acronyme, c'est ADAP, parce que beaucoup de gens parlent d'ADAP ou d'agenda. Ça, effectivement, c'est la réponse qui a été apportée en 2013. Il y a eu 3 rapports. 2012-2013, 3 rapports ont été établis par l'IGAS, par la sénatrice Campion et par le Conseil général des ponts et chaussées, qui ont mis en avant effectivement qu'en 2015, le compte n'y serait pas et que la France accessible ne serait pas accessible. Donc, le Premier ministre a nommé Claire-Lise Campion et la déléguée ministérielle à l'accessibilité de l'époque, Marie-Paul Coletta, pour trouver une réponse et un dispositif qui permettrait de garantir 2015. Donc, la concertation a réuni 240 personnes de la société civile, les professionnels, les associations. Ça a été 4 réunions par semaine, 2 le mardi matin après-midi, 2 le jeudi matin après-midi. C'était tellement dense que ce sont des énarques qui ont fait les comptes rendus de ces réunions, parce qu'il fallait vraiment... C'était de la négociation. Il fallait que les associations acceptent de redonner du temps au temps contre un engagement fiable de toute la société civile d'entrer dans la démarche, surtout pour ceux qui n'y étaient pas rentrés. Donc ça a donné différents outils. L'ADAP, Agenda de l'accessibilité programmée, pour le cadre bâti, et le SDAP, le schéma directeur d'accessibilité de l'agenda d'accessibilité programmée pour les services de transport. L'ADAP, grosso modo, on donne 3 ans de plus à tous les gestionnaires d'établissements recevant du public pour se rendre accessibles. Sachant que la loi de 2005 prévoyait que tous les établissements de catégorie 1 à 4 devaient entrer en ligne de marche dans l'accessibilité entre 2005 et 2015, et que les établissements de 5e catégorie, donc les plus communément répandus, les boulangers, les épiciers, les supérettes, mais aussi tous les cabinets médicaux, toutes les professions libérales, eux, leur seule obligation, c'était d'être accessibles au 1er janvier 2015. Donc on a redonné 3 ans de plus à ces structures pour rentrer dans la démarche ou se déclarer accessibles auprès des services préfectoraux. Pour les gestionnaires de patrimoine complexes, donc ça pouvait être les gros réseaux d'agences, ça pouvait être les départements. Là, on donnait 2 périodes de 3 ans. Mais je dis bien 2 périodes de 3 ans, ce n'était pas 6 ans. Parce qu'il y a, à la fin de la première année de chaque période, il y a un bilan qui est fait et qui est envoyé aux services préfectoraux. Et ce bilan doit reprendre le programmé de l'année, le budgété de l'année et le réalisé dépensé de l'année. Et s'il n'y a pas adéquation entre ces 3 colonnes, c'est l'ADAP qui est annulée. Et quand on donne 2 périodes de 3 ans,
ou 3 périodes de 3 ans pour les patrimoines particulièrement complexes. Donc il y avait ceux de l'État, mais il y avait aussi tous les gros réseaux bancaires, tous les gros réseaux d'assurance, tous les gros réseaux de services publics ou de délégations de services publics. Donc là, à chaque fois, c'est ce bilan à la fin de la première année de chacune des périodes est obligatoire. Et ça, ces bilans-là sont contrôlés. Et donc, dans l'accessibilité, effectivement, c'est se rendre accessible à tous les types de handicap. C'est-à-dire que la loi dès 2005 et renforcée en 2006 et 2007 a prévu des dérogations quand on ne peut pas être accessible. Hein. Mais les dérogations sont délivrées famille de handicap par famille de handicap. Donc si vous ne pouvez pas déroger parce que effectivement c'est un bâtiment classé et que les architectes des bâtiments de France mettent un veto à ce que vous élargissiez des portes ou que vous touchiez au plancher, au plafond, au patrimoine, etc., à ce moment-là, on vous donnait les impossibilités techniques et vous deviez les fournir dans la demande de dérogation. Si c'est une disproportion manifeste entre le coût et le bénéfice réalisé, c'est pareil, il faut justifier. Et donc, on a listé toutes les pièces comptables à fournir au dossier de dérogation. Mais si vous dérogez au handicap moteur, il n'y a pas de dérogation pour les autres familles de handicap. Donc il faut mettre de la signalétique, il faut mettre de l'équipement auditif, il faut mettre, veiller à l'éclairage par rapport au handicap psychique, etc. Donc, et ça, quelle que soit la durée de la DAP. Je vous remercie beaucoup. Donc deuxième question, la réglementation en matière d'accessibilité ERP pour les personnes en situation de surdité ne tient pas compte des besoins réels et manque totalement de précision. Peut-on espérer une évolution de cette réglementation ? Alors, faire bouger la réglementation, c'est long, c'est clair. Vous trouverez sur le stand du Bucodest une plaquette qui s'appelle la BIM en question, la boucle magnétique à induction, la BIM en question, tout ce que vous avez voulu savoir sur la boucle magnétique sans jamais oser poser la question. Cette documentation est issue d'un groupe de travail qui a émergé durant la concertation 2013-2014. L'UNISDA avait demandé qu'on entre dans la réglementation un certain nombre de réponses. De manière consensuelle, par la concertation, on a trouvé que la réglementation n'était pas forcément la réponse la plus pertinente, mais que la normalisation pouvait aider. Et donc on est passé non pas sur le règlement, mais sur le normatif à travers les normes AFNOR. Et cette commission s'est réunie pendant à peu près 2 ans, et in fine, il y a déjà des normes qui existent sur la boucle magnétique, sur le contrôle, et on est plus effectivement sur une méconnaissance, je dirais, des moyens de contrôle lorsqu'on pose une boucle magnétique, ou lorsqu'on commande une boucle magnétique, une méconnaissance de savoir qui doit la poser correctement. Le problème, il est beaucoup plus là que sur, je dirais, des textes de référence réglementaires ou normatifs qui existent déjà. Donc on est plus à faire connaître pour ensuite aider. Voilà, donc de toute façon, plus nous travaillerons ensemble, j'irai dans des groupes d'échange sur des sujets divers et variés, en fonction des sujets culture, tourisme, loisirs, sport, travail, plus on arrivera, je dirais, plus vous arriverez à faire entendre vos besoins. Et comme les fabricants sont aussi avec nous dans ces groupes de travail, plus les besoins sont connus, plus le marché ensuite peut apporter une réponse. Voilà. Donc c'est le travailler ensemble qui nous permettra d'avancer plus que, je dirais, le réglementaire. D'accord, je vous remercie. Alors justement, pour aller dans ce sens, sur travailler ensemble, j'ai une autre question. Quelles actions sont menées auprès des audioprothésistes pour qu'ils jouent le jeu de la position T? Puisque l'on sait au jour d'aujourd'hui que c'est une vraie problématique. Je suis le premier à m'en plaindre. Donc voilà, je vais pas. Il y a eu un groupe de travail au ministère qui est piloté effectivement avec la fédération, avec le Bucodest. On cherche à travailler là-dessus. Il y avait beaucoup d'audioprothésistes. Et puis, comme je l'ai dit dans ce groupe de travail et comme je vous le dis ici, je ne suis pas langue de bois. Donc moi, je suis là pour appeler un chat un chat. Il y a un souci, c'est très clair. Je l'ai clairement exprimé en tant que moi-même malentendant appareillé. Donc du coup, le message, me semble-t-il, a été entendu. Voilà, c'est la première fois que j'ai un écho qui me revient en me disant
on t'a entendu et on a entendu tous ceux qui étaient autour de la table. Maintenant, je vais attendre, comme le travail démarre, voilà, je ne peux pas me prononcer, et puis il y a beaucoup de gens ici qui sont dans ce groupe de travail. Attendons un peu et peut-être que dans 1 an ou 2, on pourra dire qu'effectivement, il y a un réel progrès. Voilà. Mais à aujourd'hui, il y a un problème, c'est clair. Très bien, je vous remercie. Alors, une dernière question, je crois, puisque nous avons presque au terme de votre intervention. Alors, quelles sont les obligations pour les mairies préconisées pour les ERP de classe 5 ? Quelles sont les obligations pour les mairies préconisées, donc les obligations préconisées pour les ERP de 5e catégorie? De toute façon, la plupart des mairies sont des établissements de 5e catégorie. Hein, donc, c'est que ce soit, je dirais, les préconisations, là je ne sais pas si la question est posée, que ce soit les préconisations pour les mairies ou les préconisations pour les 5e catégories. Alors, la mairie a une délégation de service public, c'est un service public de toute façon, donc elle doit être accessible, hein, et pas seulement aux personnes auditives, handicap auditif, mais également à l'ensemble de la population. Les ERP de 5e catégorie n'ont pas d'obligation à aujourd'hui, c'est très clair. Alors, cette question a été largement discutée pendant la concertation en 2013-2014. La réponse qui a été dite après, ce n'est pas ma réponse, c'est la réponse qui est sortie de la concertation. Donc elle peut en choquer quelques-uns, ça peut faire du remous, mais je ne vais pas vous le cacher, c'est ce qui a été dit. Il a été dit qu'effectivement, un boulanger, quand on est face à son boulanger, on a quoi? On a 50 cm l'un de l'autre derrière la vitrine, que donc lui parle un peu plus fort, l'autre tend un peu l'oreille et qu'on va s'entendre. Voilà, grosso modo, d'où la difficulté. Et puis, était donnée aussi la difficulté pour tous ces établissements d'avoir un appareillage qui coûte certes pas grand-chose, mais voilà, toutes les fédérations professionnelles disaient nous, on joue la proximité, on connaît nos clients, s'il le faut, on va chez eux, on se rapproche, on fait le tour, on tourne autour du comptoir, voilà. Donc, tous ont mis en avant le pratico-pratique et les représentants associatifs qui étaient autour de la table et qui discutaient aussi ont dit « OK ». Donc, je ne vais pas aujourd'hui rediscuter quelque chose qui est sorti de la concertation de manière consensuelle. Voilà, c'est un constat. Donc maintenant, quand je rencontre, moi, quand je fais mon tour de France comme actuellement, où je vais partout, je rentre dans les commerces, je rentre dans les hôtels, dans les musées, la première question que je pose, étant moi-même appareillé, c'est de dire « Vous faites quoi pour les personnes appareillées ?» Voilà. Donc c'est vrai que, autant je trouve ça peut être un peu plus compliqué pour un boulanger, un boucher, un poissonnier d'avoir une transcription via un centre relais pour de la langue des signes, autant je trouve que le coût, je dirais, d'une boucle magnétique de guichet, voilà. Mais c'est mon point de vue. Là, c'est le citoyen qui parle, c'est pas le chargé de mission de la déléguée ministérielle. Voilà. Mais le constat est là. Donc aujourd'hui, moi, tous les territoires qui vont entrer dans la démarche, je leur dis, vous devez, parce que c'est dans mon cahier des charges, et je coche les cases, et si le contenu n'y est pas, il n'y a pas la marque. Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation à aujourd'hui, sauf pour ceux qui sont proactifs et de bonne volonté. Très bien. Alors, peut-être une dernière question. Alors, lors de la construction d'un nouvel équipement sportif en salle, quelles pistes donner pour les personnes sourdes ou malentendantes? Là, c'est très compliqué, mais là, je dirais, on va plus se heurter à la difficulté technique, parce que, je veux dire, installer une boucle magnétique, on sait, neutraliser, on va dire, le champ magnétique des structures métalliques. Or, beaucoup d'infrastructures sportives, il y a beaucoup de métal, hein, il y a beaucoup de ferrures sur les murs, dans le plancher, sur les plafonds. Il y a des hauteurs de plafond énormes. Donc, il y a la nécessité de neutraliser le champ magnétique. Il y a la nécessité politique également, quand c'est un établissement, on va dire public, de le faire. Ça a un coût aussi. Dans une période de disette budgétaire que connaissent tous les territoires et toutes les administrations et l'État aussi. Donc, on est toujours sur le fait qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire. Voilà. Donc, on est sur la bonne volonté. Donc, nous, on le préconise. Après, il y a aussi, je dirais,
toute la proximité qu'il peut y avoir entre le gestionnaire et les adhérents sportifs qui utilisent l'infrastructure. Donc là, je me positionne par rapport à l'usager de l'infrastructure en tant qu'accès aux pratiques sportives. Voilà. Maintenant, si je me positionne côté spectateur qui vient assister à une rencontre, j'étais à Toulouse il y a 15 jours, mais on a aussi remis, lors du 2e ou 3e appel recueil belles pratiques et beaux usages en matière d'accessibilité de la cité, on avait remis un prix aussi à un territoire qui audio décrivait pour les personnes aveugles les rencontres de hand. Aujourd'hui, il y a des territoires qui ont des initiatives individuelles que nous collationnons et qui font soit du renfort d'information, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui commente le match dans l'oreille et chacun a sa petite oreillette. Ça profite également par l'audio-description aux personnes aveugles qui veulent bénéficier, je dirais, en tant que spectateur, participer, être dans l'ambiance d'une enceinte sportive quand tout le monde crie, quand tout le monde se lève. Il y a eu une vidéo qui a fait Flores au Brésil pendant, je ne sais plus si c'était une Coupe du Monde ou des JO, avec une description dans la main signée pour un enfant aveugle et sourd d'un match de foot. Voilà, donc on voit des initiatives individuelles qui émergent. Donc aujourd'hui, moi, ma mission, c'est de collationner toutes ces belles pratiques pour voir comment ensuite on peut les déployer. Voilà, mais réglementairement, il n'y a pas. Parce que réglementairement, c'est le guichet d'accueil de la structure qui doit être accessible uniquement. Voilà. Donc des préconisations, oui, mais pas d'obligation. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Alexandre. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, il reste 2 questions auxquelles nous n'avons pas répondu. On les garde sous le coude. Et donc, vous avez indiqué vos adresses mail. Nous pourrons vous répondre par mail. Voilà. Merci beaucoup. Donc, mesdames, donc, dans l'hôpital Sainte-Marie. Oui, bonjour à tous. Alors, donc vous, en fait, vous allez présenter un service peu connu du public, d'accueil des personnes en équipe pluridisciplinaire. Oui. Je ne parle pas assez fort, vous ne m'entendez pas bien. Ah, il était mal positionné, excusez-moi. Oui, donc vous allez donc parler d'un service peu connu du grand public, et notamment des personnes directement concernées, donc les personnes malentendantes, donc de l'hôpital Sainte-Marie. Voilà, je vous laisse la parole. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc le thème de cette table ronde était « Que faire en dehors de l'appareillage ?» Donc mes collègues et moi allons tenter de vous expliquer au mieux quelle est la prise en charge interdisciplinaire que nous proposons aux patients déficients auditifs à l'hôpital Sainte-Marie. Donc je suis Yasmine Boilouche, je suis orthophoniste dans cet hôpital. Donc, je suis Aurore Perfetta, je suis ergothérapeute. Et Marie Gourdon, je suis psychomotricienne. À nous 3, nous allons tenter de vous expliquer donc, le parcours de soins et la prise en soin du patient déficient auditif qui vient consulter pour sa déficience auditive à l'hôpital Sainte-Marie. Est-ce qu'on pourrait avoir le PowerPoint ? C'est bon ? Il arrive. Il arrive, d'accord. Solène est partie voir. Voilà. Je commence avant le PowerPoint peut-être. Ah voilà, parfait. Vous pouvez. Ça marche. Donc on rappelle un peu la déficience auditive en France. Ça compte 7 millions de personnes présentant une déficience auditive en France, qui est assez énorme. On recense 90% d'adultes sur ces 7 millions. Les hommes sont généralement plus touchés que les femmes, même si dans cette assemblée, je pense qu'on ne le constate pas trop. On note plus d'1 million de porteurs d'appareils auditifs. Et je pense que vous le savez, et on le note, on le ressent et on l'entend, que cette déficience auditive affecte la qualité de vie et l'état général du patient.
C'est-à-dire la raison pour laquelle ils consultent notre hôpital Sainte-Marie et notre service de déficience auditive. Donc, au niveau des conséquences de la déficience auditive, on peut noter plusieurs conséquences. Donc, la première, ça va être une restriction de la participation, c'est-à-dire une diminution de la réalisation des activités quotidiennes, surtout dans les situations qui mettent en jeu la communication. Par exemple, passer un appel téléphonique, participer à une réunion de famille, les difficultés à réaliser son travail, l'arrêt de certains loisirs, le sport, le théâtre, le cinéma. Tout ça va entraîner un isolement social, donc, du fait de la diminution des activités, mais aussi les personnes qui sont très sensibles au bruit et qui vont éviter les environnements bruyants. Et on note aussi un déclin cognitif plus important. Effectivement, en parlant de déclin cognitif, une étude a été menée par le GRAP, le groupe de recherche Alzheimer Presbyacousie, et a pu faire ressortir le fait qu'il y avait un risque plus élevé de développer des démences de type Alzheimer chez des personnes qui étaient mal appareillées ou non appareillées. Voilà, et en parallèle de ces premières conséquences, on va observer également une altération de l'état émotionnel chez la personne. Ça reste une privation sensorielle qui va impacter, plutôt engendrer une surcompensation de la part de la personne pour se faire entendre et se faire comprendre. Et ce phénomène de surcompensation va pouvoir à la fois la décourager dans la communication et puis engendrer une certaine fatigue. Voilà, tout ça, ça va entraîner un état d'alerte, ce qu'on appelle un état d'hypervigilance, qui va pouvoir impacter aussi sur le stress et l'anxiété. Ce stress et cette anxiété, en tant que psychomotricienne, moi je l'observe sur la répercussion motrice de la personne. On observe une augmentation de ce qu'on appelle le tonus musculaire, et puis également sur le sommeil. J'ai beaucoup de patients qui me relatent des difficultés de sommeil. Voilà. Au niveau cognitif, on va observer un défaut attentionnel, enfin une difficulté en tout cas à maintenir son attention, et puis une désorganisation de la pensée. Et j'aime également rappeler que dans le cadre d'un appareillage ou d'un réappareillage, on peut observer également une hyperstimulation sensorielle qui va faire l'état inverse, c'est-à-dire que cette hyperstimulation va engendrer également un état de stress. Au lieu de générer de la surcompensation, ça va pouvoir également impacter sur l'isolement social. Voilà, donc toutes ces difficultés vont pouvoir engendrer des phénomènes de dépression plus ou moins forts chez la personne. Voilà, et la deuxième conséquence que moi j'observe en tant que psychomotricienne, ça va être au niveau des chutes. Donc il y a une étude qui relate qu'il y a 3 fois plus de chutes observées chez des personnes avec déficience auditive au moins légère. Et en effet, donc on peut observer plusieurs facteurs. D'une part, l'agitation motrice qui va générer une certaine précipitation motrice. Et donc, moi, j'observe beaucoup de patients qui finalement ne sont pas réellement à l'écoute de leur corps et qui peuvent louper certains obstacles, se précipiter et voilà, abaisser en fait leur réflexe d'équilibration. En lien avec l'isolement social ou la restriction de participation, il y a également une immobilisation par réduction d'activité, c'est-à-dire que les compétences musculaires et ostéo-articulaires vont pouvoir être détériorées et en conséquence, on va diminuer ces bagages physiques pour l'équilibre. Évidemment, on peut observer également une diminution de la confiance en soi qui peut participer à l'inhibition et à l'isolement social. Et puis dans le cadre des atteintes de l'oreille interne, l'équilibre est également impacté. Et j'ai juste envie de rappeler que j'observe également chez les patients que je reçois une posture entravée, notamment un regard souvent porté vers le sol, ce qui fait que le potentiel visuel est diminué et les capacités d'équilibre sont altérées.
Donc, en partant de ces 3 grandes conséquences qui ont pu être mises en évidence par des études, on se doute qu'il y a beaucoup d'autres conséquences. On a extrait les 3 parce qu'elles étaient issues de publications scientifiques de renommée. Donc, on a tenté de créer un service de déficience sensorielle et plus particulièrement de déficience auditive. Où est-ce qu'on se situe? On est à l'hôpital Sainte-Marie dans le 14e arrondissement. Initialement, cet hôpital est un hôpital, ce qu'on appelle un SSR, un soin de suite et réadaptation, qui a ouvert en 2015 un pôle de déficience sensorielle contenant un service de déficience auditive. Donc, les patients que l'on reçoit sont des patients qui sont reçus en hospitalisation de jour. On fait partie, donc ce service de déficience auditive fait partie de ce qu'on appelle les CERTA, qui sont des centres d'évaluation et de réadaptation des troubles de l'audition. Nous sommes le seul service à Paris, en Île-de-France, à proposer ce type de prise en charge pluridisciplinaire. Les patients qu'on accueille, donc je vais rappeler justement la population, ce sont des patients qui sont appareillés, qui sont non satisfaits de leur appareillage ou partiellement satisfaits de leur appareillage, qui sont donc des patients adultes, déficients auditifs. Pour les tranches d'âge, cette année, on a pu noter le plus jeune de nos patients était âgé d'une 30aine d'années et ça allait jusqu'à 90 ans. Donc c'est assez large comme type de population. On ne prend pas en charge les patients implantés, donc c'est seulement sur des patients appareillés et qui ont noté des répercussions sur leur vie familiale, sociale et professionnelle et qui ont également noté des restrictions de participation comme ma collègue vous a expliqué. Donc, pour présenter l'équipe, nous avons un médecin ORL, une audioprothésiste, une orthophoniste. Nous sommes 3 ergothérapeutes, 3 psychomotriciennes, un psychologue et une assistante sociale. Et parmi nos équipements, on va avoir un auditorium, une salle d'ergothérapie, 2 salles de psychomotricité avec une salle de relaxation et une salle dédiée vraiment à la motricité. Et puis une salle de rééducation cognitive. Donc maintenant, nous allons vous exposer le parcours de soins que nous proposons. Donc il se déroule globalement en 5 étapes. Donc la première étape consiste à évaluer. Donc nous recevons le patient sur 3 demi-journées pour effectuer un bilan auditif, un bilan avec l'ORL et l'audioprothésiste, un bilan orthophonique, une évaluation en ergothérapie et aussi en psychomotricité. Et au cours de cette évaluation, la personne va aussi rencontrer le psychologue et l'assistante sociale. Donc l'objectif de cette évaluation, ça va être de faire émerger les difficultés de la personne grâce au regard de chaque professionnel qui est complémentaire. Tu passes à la suite. Donc, à l'issue de ces 3 demi-journées d'évaluation, nous allons effectuer une synthèse transdisciplinaire parce qu'elle réunit toute l'équipe qui aura évalué le patient ainsi que le patient lui-même. Il sera présent lors de cette synthèse. Donc, l'objectif, ça va être d'établir le projet de rééducation et de réadaptation. Donc, au cours de cette réunion, nous allons mettre en avant les capacités de la personne, parce que la personne aura, grâce au bilan, on va faire ressortir ce qu'elle a déjà mis en place, ses capacités. Par exemple, c'est une personne qui va spontanément informer les autres qu'elle est déficiente auditive, ce qui va pouvoir faciliter, comme on disait tout à l'heure, déjà la communication. C'est une personne qui va pouvoir localiser facilement les sons, mais par contre, elle sera en difficulté pour comprendre dans le bruit. Voilà, on va mettre en avant les capacités, mais aussi les difficultés. On va aussi parler de l'environnement matériel et humain, qui peut être soit facilitateur, soit obstacle. Donc, on va mettre en avant, comme tout à l'heure, les côtés positifs et négatifs, et voir donc quelles sont les restrictions de participation dans les activités. Donc, quelles activités sont poursuivies, quelles activités sont abandonnées, et donc faire ressortir les situations de handicap.
qui sont liées soit à la personne, soit à son environnement. Donc, cette synthèse est basée sur le projet d'intervention interdisciplinaire individualisé, le P3I, qui est issu d'un modèle conceptuel, le processus de production du handicap, qui permet d'avoir vraiment une vision globale et de mettre vraiment la personne au cœur de la prise en charge, ce qui va la rendre vraiment actrice de sa réadaptation. On remet aussi aux patients un questionnaire sur la qualité de vie, donc l'ERSA, qui va nous permettre de quantifier le ressenti de la personne sur sa qualité de vie avant le séjour en réadaptation. À la suite de ces bilans, de ces sessions de bilan initiaux, s'ensuit donc un programme de rééducation qui va s'étaler sur 5 semaines consécutives à raison de 2 demi-journées par semaine. Donc souvent, c'est une après-midi et une matinée. Au cours de ce programme, le patient va rencontrer donc les rééducateurs, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, la psychomotricienne. Il y aura normalement, on part sur 10 séances de chaque spécialité. Ça peut être un peu moins si la demande n'est pas forcément très, très, très importante. Oui, avec une réévaluation et un projet, une nouvelle synthèse en milieu de parcours pour être sûr de bien adapter le programme à la demande du patient. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans cette rééducation? On s'appuie donc sur le bilan initial. Moi, je vais parler de ma partie en orthophonie, ce qu'on fait, ce qu'on propose. Initialement, lors du bilan orthophonique, on va mettre le patient en situation, donc dans l'auditorium, la photo que vous aviez vue juste avant, c'est-à-dire les 8 enceintes qui entourent le patient. On va lui proposer des exercices de localisation, c'est-à-dire qu'un son va sortir d'une des enceintes et le patient devra montrer avec son doigt d'où cela provient. On va donc mesurer son niveau de localisation. On va également mettre le patient dans une situation de phrases et de mots dans le bruit. Donc une source sonore qui émane d'une enceinte avec un bruit ambiant plus ou moins élevé, et on va noter sa capacité à inhiber ce son. Et également, on va également mettre le patient dans une situation d'écoute dichotique, ce qui veut dire de plusieurs sources sonores qui émanent en même temps et de manière simultanée, pour mesurer sa capacité à diviser son attention et à suivre 2 conversations en même temps. À partir de ce bilan, donc on va venir noter les difficultés du patient et ses capacités. On va proposer une rééducation qui va venir répondre à cette demande. Donc dans l'entraînement auditif, on va pouvoir retrouver, on va pouvoir travailler sur le fait, l'une des premières plaintes du patient, c'est « j'ai besoin que mon interlocuteur parle fort ». Je suis gênée dans le bruit, je n'arrive pas forcément à retrouver ni à entendre la sonnerie de mon appartement, ni à retrouver mon téléphone dans mon appartement. Donc on va venir travailler en analytique dans l'auditorium sur ces difficultés. Donc, concrètement, on va venir mettre le patient en situation d'écoute de phrases et de mots dans le bruit et faire en sorte qu'il s'habitue au fur et à mesure à ce que le bruit ambiant augmente et qu'il tente de l'inhiber au maximum. D'autre part, on va proposer également des exercices, donc toujours sur ces 10 séances, à écouter des phrases, des mots, des textes, des conversations et à venir diminuer l'intensité vocale de la source sonore pour que le patient se déshabitue, ou plutôt s'habitue à venir entendre sur des sons beaucoup plus bas. Donc ça veut dire que ça va venir recruter son attention. On va également le mettre en position et le mettre en situation où il va devoir suivre 2 mots, 2 phrases ou 2 conversations simultanées et à venir, ce qu'on appelle, diviser son attention sur ces 2 phrases. Alors, comme personne l'avait mentionné hier, l'audition s'appuie sur le cerveau. Donc, parallèlement à cet entraînement auditif, on va venir de manière obligatoire, venir compenser toutes ces attentions, ce recrutement sur les capacités cognitives. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec l'ergothérapeute en parallèle. On va venir donc travailler sur l'attention, la mémoire, l'attention divisée et l'inhibition, qui sont des capacités cognitives, je dirais, pures. Donc on va venir les travailler purement cognitivement.
Ça va permettre d'une part donc, de diminuer, je vous rappelle, ce déclin cognitif qu'on avait noté, donc venir compenser, de venir rattraper un petit peu ce défaut de capacité cognitive, et ça va venir donc permettre au patient de diminuer sa fatigue, de s'habituer au terme des 10 séances à venir plus facilement écouter de conversations, maintenir son attention. Donc c'est assez intéressant, et on va vous en parler tout à l'heure. On note une belle progression justement de ces patients à la fin du parcours. Parallèlement à ça, on va venir proposer aux patients des stratégies visuelles. On sait qu'on n'entend pas forcément qu'avec les oreilles, on entend et on comprend avec les yeux. Donc on va permettre aux patients de venir faire une introduction à la lecture labiale. Sur 10 séances, vous comprenez que c'est assez court, donc on reste sur un niveau 1, voire un niveau 2. On permet de donner un petit tremplin à ces patients, qui va être bien sûr poursuivi en libéral par la suite. Donc, en ergothérapie, comme le disait Yasmine, on va travailler les fonctions cognitives, donc pour venir vraiment en soutien de ce qui est fait en orthophonie. On va aussi avoir un rôle dans l'accompagnement vers l'habituation aux prothèses auditives, parce que souvent les personnes qui viennent nous voir sont assez démunies, c'est-à-dire qu'elles arrivent, elles ont leurs appareils, elles se rendent compte que c'est pas miraculeux, que ça ne résout pas tous les problèmes et qu'elles s'isolent malgré tout. Et parfois, les personnes les portent 1 heure ou 2 dans la journée, vraiment dans les situations de communication, et vont les enlever le reste du temps. Donc nous, notre rôle, c'est de comprendre pourquoi elles ne les portent pas et de les amener à les porter le plus possible pour obtenir un bénéfice avec leur appareillage. On va aussi proposer des mises en situation de vie sociale. Donc déjà expliquer l'importance d'informer l'interlocuteur, donc comme on le disait tout à l'heure, de sa déficience auditive, parce que c'est un handicap invisible, et donc l'interlocuteur ne comprend pas forcément les réactions de la personne malentendante. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne suit pas la conversation, elle peut être distraite. Donc ça donne lieu à plein d'interprétations qui vont parasiter la conversation, et peut-être que la personne malentendante ne va pas demander de répéter, ou d'un moment elle va abandonner, et c'est ce qui entraîne aussi les restrictions de participation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un travail sur du long terme. Donc nous, effectivement, sur 5 semaines, c'est compliqué parce qu'il y a un gros travail psychologique aussi derrière, d'acceptation de sa déficience, d'accepter de communiquer. Donc on essaye de donner des petites stratégies, des petites astuces pour commencer à en parler auprès de personnes déjà de confiance, qu'elles connaissent bien, avant d'aller vers des personnes inconnues, vers l'environnement de travail. Souvent, dans les situations professionnelles, les personnes cachent leur déficience auditive, ce qui rend vraiment les choses compliquées. On va travailler aussi comment formuler une demande de répétition pour qu'elle soit efficace. C'est-à-dire que quand on va demander, on va dire je n'ai pas compris, vous pouvez répéter, la personne va répéter, mais de la même manière. Donc ce qui est important, c'est de donner les clés à l'interlocuteur, parce que c'est vous qui savez ce qu'il va falloir faire. Parler plus fort, parler plus lentement, articuler, se positionner différemment aussi, privilégier la meilleure oreille, ne pas être en contre-jour, on en a parlé beaucoup hier, adapter aussi l'environnement. Donc voilà, donner vraiment des stratégies et pousser la personne au fil des séances à les mettre en pratique, voilà, dans un environnement de confiance, et pour après élargir à l'ensemble des activités. On peut aussi proposer des séances avec un membre de la famille, voire même des collègues. J'ai eu le cas d'une jeune femme qui est DRH, qui m'a demandé de venir avec ses 2 assistantes de direction qui organisent son travail, c'est-à-dire qui réservent ses salles de réunion, qui vont réserver donc les salles de réunion, donc voir comment organiser la réunion, le placement de la DRH par rapport aux autres interlocuteurs pour qu'elle soit vraiment dans des conditions les plus favorables, voir s'il y a des micros dans la salle, si on peut voir aussi au niveau des horaires. C'est une personne qui avait 8 réunions par jour. Donc de voir peut-être de privilégier les salles avec micro en début de journée,
les salles sans micro peut-être en début de journée et avec micro en fin de journée pour tenir compte de la fatigue. Donc c'est vraiment un travail aussi avec l'environnement humain. Ça peut être le conjoint qui va venir parce que pour qu'on lui explique les difficultés rencontrées et pourquoi c'est important par des petites attentions de favoriser la communication, donc de ne pas interpeller à l'autre bout de la maison, mais de se rapprocher. Voilà, des choses qui peuvent paraître simples, mais voilà, il faut accompagner les personnes dans la mise en place de ces stratégies. On informe aussi sur les aides techniques. Donc, on a beaucoup parlé de l'appareillage, de la boucle magnétique. Peu de personnes, finalement, connaissent ça. Ils sont appareillés, mais ils n'en ont jamais entendu parler. Ils ne savent pas si leurs appareils sont équipés. Le Bluetooth aussi. Des personnes voilà, en situation de travail. Je pense à cette DRH qui n'avait pas connaissance du Bluetooth. Elle est souvent en situation de conversation téléphonique, de visioconférence, Voilà, je pense que ça pourrait vraiment lui apporter et elle n'a pas du tout été informée par son audioprothésiste de ses possibilités. Donc moi, je ne suis pas audioprothésiste, donc au niveau des possibilités sur l'appareillage, je ne maîtrise pas, je n'ai pas les connaissances suffisantes, mais j'informe la personne de ses possibilités et je réoriente vers l'audioprothésiste, de savoir déjà si elles sont équipées, voilà, si c'est activé et d'envisager peut-être pour un prochain appareillage, voilà, mais qu'elle sache en tout cas et qu'elle puisse poser les questions à l'audioprothésiste, voilà, pour être vraiment informée. On informe aussi sur les systèmes de transcription, les applications comme Ava, voilà, on réoriente aussi vers les revendeurs, les systèmes d'alerte, etc. Et on pousse, enfin moi je pousse vraiment les personnes à essayer le matériel. C'est-à-dire que moi je leur explique ce qui existe, mais c'est vraiment la personne en essayant qui va pouvoir dire si oui ou non c'est adapté pour elle. Nous, au niveau du centre, on a un peu de matériel, mais on n'a pas tout le matériel. Donc on montre ce qu'on peut, mais après voilà, j'oriente vraiment vers les autres professionnels. Au niveau de l'adaptation du poste de travail, on va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, réfléchir avec la personne sur les situations de travail. Donc concrètement, sur sa journée de travail, quelles sont les tâches qu'elle va effectuer, dans quelle situation elle va être gênée, voilà, pour réfléchir aux possibilités d'adaptation et du coup orienter vers des sociétés comme le Messageur, par exemple, qui va vraiment adapter. Voilà, on va informer sur les associations et donc toutes les associations dont on a parlé depuis hier. Voilà. En psychomotricité, la psychomotricité va s'articuler autour des deux axes précédents que j'ai cités, la gestion du stress et la rééducation de l'équilibre. Et elle va vraiment s'inscrire comme un espace d'expression d'une part de la souffrance et tenter de favoriser, de refavoriser le plaisir de l'engagement corporel dans un contexte relationnel sécurisant et encourageant. Donc l'idée, ça va être de confronter la personne à ses possibilités et de lui faire prendre conscience, au niveau de l'équilibre en tout cas, des autres facteurs qui le conditionnent. Au niveau de l'équilibre, on va proposer de la stimulation motrice par des parcours psychomoteurs et on va s'articuler autour des 3 entrées qui favorisent, qui conditionnent l'équilibre. La vision, donc l'optimisation du potentiel visuel et un travail autour de la posture dans le mouvement. La proprioception, donc le sens musculaire, le sens du mouvement. Et puis l'appareil vestibulaire à travers des variations d'appui, de hauteur, et puis voilà, la rotation de la tête, etc. Et pour la gestion du stress, on va proposer de la relaxation. Donc dans la relaxation, il y a 2 voies possibles. La relaxation dynamique, l'idée, ça va être de proposer à la personne de s'inscrire dans une démarche d'autonomisation, donc de pouvoir refaire des séances en autonomie toute seule. Pour ça, on emprunte différentes méthodes. Peut-être que certains connaissent la méthode Feldenkrais, la méthode Jacobson, des techniques de Tony. Et puis la relaxation passive, où l'idée, c'est vraiment de proposer aux patients de vivre un état de détente
donc par des mobilisations, des inductions verbales, du toucher thérapeutique. Et puis de la stimulation sensorielle variée. Voilà. Et puis voilà. Au niveau des axes de rééducation, on a un psychologue qui reçoit le patient en début de séjour et en fin de séjour pour faire le point au début sur ses besoins et ses attentes, et puis reprendre un petit peu avec lui son vécu par rapport à sa rééducation. Et l'assistante sociale va vraiment accompagner le patient pour des aides sociales, donc notamment la construction d'un dossier MDPH qui est, on le sait, parfois un peu complexe, et puis proposer une réorientation vers des structures et des associations. En fin de parcours, on propose au patient donc une évaluation finale qui consiste à lui reproposer les items similaires à ce qu'on lui a proposé au départ, dans le but de venir mesurer justement son amélioration et l'amélioration de ses compétences. On repropose le questionnaire de ressenti de la surdité adulte pour mesurer également le ressenti du patient, et on propose en fin de parcours une synthèse avec le patient et les différents professionnels de santé. On va venir mesurer on va essayer de venir voir un petit peu son évolution, ce qu'il en a retiré de positif, de négatif, et on va essayer tout simplement de débriefer son parcours sur 10 séances qui peuvent être assez intensives. En projet et à court terme, on a eu besoin de mesurer justement pour démontrer un petit peu l'intérêt de notre programme, qui est un programme jeune. On a eu besoin donc de mesurer l'intérêt à très court terme, à la fin du parcours. Et au début de l'année 2020, on va mettre en place la remise d'un questionnaire ou d'un appel téléphonique, voire d'une seconde intervention, une seconde venue en hospitalisation de jour, avec un questionnaire à remplir à 6 mois pour mesurer cette fois-ci l'impact positif, on l'espère, de ce programme, donc à moyen terme plutôt. Donc simplement, alors si on peut avoir la diapositive suivante, voilà. Simplement pour résumer, on évalue lorsqu'on reçoit la personne, on commence le programme de rééducation et de réadaptation. On informe donc, comme disait ma collègue Aurore, sur l'entourage du patient. C'est souvent à sa demande, mais on peut proposer la venue d'un tiers pour lui expliquer les difficultés et les compensations de la personne. On accompagne donc à travers l'assistante sociale et le psychologue, et puis on réoriente vers des structures et des associations qui existent. Donc je vous parlais justement de ces 2 questionnaires. On a tenté, alors là du coup, vu qu'on est sur vraiment un programme assez jeune, on n'a pas encore une population suffisante pour tenter de faire des statistiques, on est simplement venu montrer et faire ressortir de manière qualitative à l'issue justement de ce programme, ce que les patients ont pu un peu noter et ressentir. Donc on note justement, les patients nous rapportent une amélioration de leur communication à la fin du séjour. On note là, cette fois-ci, ce n'est pas un rapport du patient, c'est vraiment sur les bilans finaux, une amélioration de l'écoute dans le bruit. Les patients vont avoir plus de facilité, alors je ne l'ai pas noté, mais ils vont avoir plus de facilité à localiser, voire pour la plupart des patients, on arrive à 100% de bonnes réponses de localisation en fin de parcours. Ils arrivent à mieux entendre dans le bruit, c'est-à-dire qu'ils arrivent à s'habituer à un son environnant à plus, voire plus 10, plus 5, plus 10 décibels de son environnant. Ils arrivent aussi à s'habituer à une voix de l'interlocuteur beaucoup plus basse, donc pareil, entre 5 à 10 décibels de moins par rapport au départ. C'est quand même assez important et significatif. On note également une diminution de leur isolement, avec une 12 reprises des activités sociales. Pareil, on est sur un temps trop court pour dire que voilà, c'est pas miraculeux. Je pense que le programme peut permettre aux patients, on peut voir ça comme un tremplin. Ça lui permet de se replonger, de retenter certaines choses. Les patients se disent être cocoonés, chouchoutés. C'est vrai qu'on les encourage beaucoup, on les aide à reprendre leurs activités. On essaye d'être le plus bienveillant et positif possible. Une amélioration de l'équilibre également sur le plan psychomoteur, avec un peu moins de chutes constatées. Et donc enfin, une meilleure qualité de vie. Là, on est en train d'analyser justement les tests
de ressenti de la surdité adulte, avec une meilleure gestion du stress et donc une diminution de l'anxiété. Alors, si vous avez une ordonnance de la part de votre médecin et que vous avez l'impression d'entrer justement dans ce cas de figure en termes de population d'incapacité, vous avez notre mail, alors il est très long, je suis désolée, c'est pas nous qui l'avons créé. Vous pouvez nous écrire au mail qui est inscrit, vous pouvez le prendre en photo, je pense, et on sera ravis de vous recevoir et de vous aider à suivre le programme et à faire en sorte de pouvoir avoir un mieux-être au quotidien pour vous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, mesdames. Alors, justement, j'avais une question, mais vous venez d'y répondre, puisque vous parlez d'hospitalisation de jour. Donc, j'avais une question sur la prise en charge par la sécurité sociale de ce dispositif. Donc, vous venez d'y répondre. Donc, il y a besoin d'une ordonnance du médecin traitant ? Oui, en fait, à l'inscription, on renvoie un dossier au patient. Dans ce dossier, on demande une ordonnance, on demande le type d'appareillage et on essaye de se mettre en lien avec l'audioprothésiste, d'avoir son nom, de savoir justement d'avoir un petit peu en amont toutes ces informations concernant l'appareillage du patient, pour être sûr qu'on parte sur les mêmes bases. Ouais. Et au fur et à mesure, on essaye de se coordonner avec l'audioprothésiste pour éventuellement faire des réglages qui seraient nécessaires pour la suite du parcours. Très bien. Alors, en échangeant ensemble tous les trois hier, alors moi j'ai découvert totalement l'équipe de déficience auditive de l'hôpital Sainte-Marie, et je pense que bon nombre des personnes qui sont présentes ici ne connaissent pas ce service. Mais je ne parle pas dans le micro, c'est quand même assez scandaleux. Il faut vraiment... Vous m'entendez quand je suis de face ? Je suis désolé, mais je pense qu'il faut que je fasse un audiogramme parce que j'ai l'impression que je ne m'entends pas. On a l'audition de son âge, mais ça y est. À force de travailler autour de la malentendance, il y a... Voilà. Oui, donc est-ce que vous avez réfléchi à cette communication auprès du grand public de cette opportunité que vous proposez aux personnes malentendantes appareillées ? Parce qu'effectivement, ça semble très, très intéressant. Mais donc, faites-vous connaître. Et comment vous pourriez faire ? Alors, d'une part, en participant justement à ce genre de journée. D'autre part, justement, là, cette année, en fait, on a une équipe qui est fixe, qui est solide. Le programme est prêt. Comme je vous expliquais, c'est un service qui est jeune. Ouais. Donc, on a essuyé certains plâtres au départ. Là, on est en train justement de recueillir également les retours de patients. On recueille leurs retours, mais nous aussi, on a besoin de leurs retours, de vos retours, pour savoir si ça leur a plu, s'il manquait des choses, s'ils voulaient qu'on traite autre chose. Donc, on est en train de le peaufiner également. Mais je pense qu'on est prêt à le présenter là. Et, donc, à travers des congrès tels que le vôtre, il y en a un autre à Marseille qui est un réseau francophone cette fois-ci, oui, donc qui accueillera des équipes belges et canadiennes. Justement, c'est à travers tout ce type de congrès qu'on essaye de se faire connaître, et par le bouche à oreille également de patients qui en parlent à d'autres collègues ou camarades qui sont malentendants. Voilà, essentiellement par ces biais-là. D'accord. Alors j'avais une question, mais qui répond, qui fait partie de la nécessité d'avoir une ordonnance de son médecin traitant. Mais pour une personne qui serait en emploi, est-ce que on me demande 2 demi-journées donc de parcours de soins par semaine. Donc si on travaille, est-ce qu'on a le droit d'avoir un arrêt de maladie ? Alors, j'aurais pas la réponse précise, mais oui, il y a tout à fait la possibilité d'être en arrêt de travail. Et même, on conseille de prendre, si possible, la journée entière, parce que c'est quand même très fatigant. Voilà, la rééducation, tout l'entraînement auditif, la rééducation cognitive, on donne énormément d'informations, la relaxation, le travail de l'équilibre, ça mobilise beaucoup de ressources, donc les patients ressortent quand même assez fatigués. Donc, on conseille vraiment de se mettre en arrêt au moins sur la journée de rééducation. Après, les possibilités sont étudiées avec l'assistante sociale, le médecin, pour voir vraiment si c'est possible ou pas. D'accord. Alors j'ai une autre question. Utilisez-vous la pratique de la musique ? C'est plutôt vous, non ? En localisation musique. Seulement, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut préciser la question ? Alors, qui a posé la question ? Un micro. Voilà. Je suis malentendante, mais avec mes appareils, j'arrive quand même à entendre à hauteur de 60 décibels.
de l'oreille droite. J'ai toujours adoré la musique et je chante dans un groupe de gospel. Et on m'a parlé une fois d'une association qui s'appelle Brahms, B-R-A-M-S, qui se trouve au Canada. Et donc, avec tout ce qui est mis en œuvre à tous les niveaux dans le corps quand on chante. Voilà, tous les bienfaits que ça procure et aussi tous les bienfaits que procure le fait d'entendre plusieurs voix différentes, même si on chante la même chose. Merci beaucoup, madame. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais en tant que psychomotricienne, nous, on utilise la musique dans le cadre des séances de relaxation pour notamment permettre la filtration auditive et essayer d'être attentive à plusieurs bruits sans que ce soit envahissant ou fatigant. Et puis, on peut également proposer de l'expression corporelle et ou verbale, donc utiliser la voix. Donc, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y reste des questions dans la salle? Ah, attendez. Vous pouvez passer le micro? Non, on a 5 minutes. C'est trop tard? Nous avons un papier. Un papier, Claude. Non, mais vas-y, écris. Sous forme écrite, hein, c'est très formaliste. Hop, j'ai un micro. Ah, il y a d'autres questions. Alors, il nous reste 5 minutes. Alors, j'ajoute juste un petit point, peut-être qu'on ne l'a pas évoqué. Le but de la rééducation n'est pas de venir améliorer les capacités auditives. On ne prétend pas guérir. Par contre, on vient faire de la stimulation auditive. C'est-à-dire, c'est une différence de venir travailler sur les capacités auditives. Elles sont ce qu'elles sont. Elles ne sont pas modifiables. Par contre, on va venir travailler sur les capacités cognitives et venir un petit peu travailler sur tout ce qu'il y a autour de l'audition. C'est un peu différent, donc oui, bien sûr. On ne s'attend pas à c'est améliorer l'audition. C'est pas un miracle qui rend les personnes entendantes. Tout à fait. Hein, on sait la nécessaire. Ce qui manque en France aujourd'hui, c'est bien l'accompagnement à l'appareillage, et particulièrement des personnes âgées qui vont avoir tardé à s'appareiller et où souvent on constate un certain nombre d'échecs d'appareillage. Alors que si elles avaient pu bénéficier d'un accompagnement pluridisciplinaire comme le vôtre, on aurait quand même plus de chances pour elles. Alors, 2 demi-journées par semaine. Si on vient de Nice, alors connaissez-vous un hôpital sur le territoire français qui proposerait les mêmes prestations que vous? Il y en a 5, justement. Ils sont sur le site du Bucodes sur DiFrance. Il y en a 5 ou 6. Alors, dans le sud, là, je n'ai pas souvenir. Je ne suis pas sûre que ce soit près de Nice. Oui, je sais qu'il y a le CERTA d'Angers. Le CERTA. Metz. Alors, CERTA, Metz. Dans le sud, je crois qu'il y a Poitiers. Oui, Toulouse, non? Vers Toulouse, dans la région de Toulouse. Et vous? Il y en a 5 ou 6. C'est vrai qu'on est peu. Alors après, on avait évoqué... Angers, oui, le CERTA d'Angers. Hein, oui, donc 4-5 lieux en France. Pour le moment, on est sous le format d'hospitalisation de jour. Donc c'est vrai qu'on va tendance à recevoir des patients d'Île-de-France. Ouais. On a évoqué l'idée de faire une hospitalisation complète. C'est en cours de réflexion. Je ne sais pas si... Ça dépend pas de nous, en fait. Oui, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, nous allons clôturer la première table ronde de la matinée. Je vous remercie de votre attention. Merci aux participants. Merci beaucoup. Alors, nous avons quelques informations à vous donner. Donc, Yann va vous donner les informations pour le repas de ce midi. Voilà, désolé de jouer les gardiens du temps, mais on a un programme qui est chargé aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. On a bien pris tous vos petits papiers et on répondra par mail. On demandera aux différents professionnels de vous répondre. Alors, quelques petites annonces pour ce midi. Alors, on va avoir des dédicaces qui vont avoir lieu à l'espace accueil au sous-sol, là où vous vous êtes inscrits ce matin.
Faites attention, ça commence à partir de 13h30. Allez manger avant de vous y rendre, de manière à pouvoir se répartir un petit peu. Attention, pour le repas, il n'y a plus de service. La cantine ne sert plus après 13h30. Voilà, on a bien évidemment, les stands seront ouverts pendant toute la pause de ce midi. Donc vous allez pouvoir aller rencontrer les associations, les professionnels de l'accessibilité. On a les fabricants d'implants cochléaires, on a la téléphonie, on a le 114. N'hésitez pas à aller les voir. Et je vais vous donner rendez-vous à 13h50 dans cette salle pour pouvoir reprendre à l'heure. Voilà. Et je vais faire un appel pour certaines personnes. Françoise Pivard, Stéphane Lebillan et Muriel Ancelin. J'ai l'accueil de l'hôtel qui m'a demandé à ce que vous rendiez vos cartes. Donc je répète, Françoise Pivard, Stéphane Lebillan et Muriel Ancelin. Merci beaucoup. Bon appétit.